Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier point de l'information sur RTIA. De nouvelles lignes alimentées par une quinzaine d'autobus vont permettre désormais de rallier la commune de Songon à celle de Yopougon avec seulement 200 francs CFA. Le lancement officiel a été fait hier jeudi en présence du Premier ministre. Robert Buré-Mambé a effectué le trajet à bord de l'un des autobus. La Côte d'Ivoire vient de se doter d'un nouveau patrouilleur OPV 45. L'engin baptisé Vaillance est le 6e navire de la Marine nationale destiné à renforcer la sécurité maritime de notre pays. La ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Kabaniale, a été désignée marraine du patrouilleur équipé des technologies les plus avancées. Et puis une messe d'action de grâce a été dite ce vendredi 18 octobre à la paroisse Saint-Jean de Cocody en la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Le premier président de la Côte d'Ivoire moderne aurait eu 119 ans aujourd'hui. Une messe au cours de laquelle son message de paix et d'amour qu'il a toujours eu pour les Ivoiriens a été rappelé. Merci de regarder RTI1. La Sotra à Songon, c'est désormais une réalité depuis hier jeudi 17 octobre. C'est le Premier ministre Robert Buré-Mambé lui-même qui a effectué le trajet inaugural à bord de l'un des autobus de la compagnie. Une ligne urbaine et une navette desserviront la commune en un temps record. Franck Quadio et Ulrich Adongon ont assisté au lancement. À Songon, il faut désormais s'habituer aux panneaux indicateurs d'arrêt de bus. Cette cité du Grand Abidjan, à présent desservie par la Société de transport abidjanais, la réalisation d'un vœu longtemps caressé par les populations. Sur la population de Songon auparavant, la route était très dégradée, puis les cas aussi, ça roulait d'une façon, c'était pas trop sécurisé et tout, mais avec les moyens de transport du bus, c'est sécurisé. Ça nous facilite la tâche parce que quand on va le bus, on va monter dedans, là ça serait plus chic. Je remercie le gouvernement pour tout ce qu'il a fait. Des populations heureuses et à raison, toutes sont présentes sur la place de Songon-Braté pour accueillir le Premier ministre Robert Buré-Mambé venu en personne pour la mise en service des deux lignes Sotra, le 62 et le 725 reliant Songon-Braté à la Ciporès en passant par le carrefour Jesco. Depuis 2021, la Sotra se déploie dans tout le pays. Aujourd'hui, c'est l'étape de Songon. Cette étape, ce n'est qu'un début. Nous allons procéder au renforcement de notre offre à Songon, parce que Songon est une commune en pleine extension. Pour les usagers de cette localité, c'est un soulagement exprimé d'ailleurs par l'élu municipal Osé Boualouboué, usager appelé à prendre soin de ses biens publics. Prolongement des propos du Premier ministre Robert Buré-Mambé qui le note bien. Ces efforts du gouvernement en faveur de Songon sont l'expression de la politique sociale du président de la République Alassane Ouattara. Le travail qui a été fait à Songon a été fait en deux phases. En première phase, le président a tenu à offrir à la population de Songon une autoroute extraordinaire, très bien conçue, agréable et qui raccourcit le temps de parcours entre Songon et Yopougon. Ça se fait en 7-10 minutes maximum. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase a consisté à mettre à la disposition de la population des bus de grande qualité, sécurisés, pour permettre que les transports entre la ville de Songon et la commune de Yopougon se fassent dans les temps les plus brefs, dans les conditions de sécurité les meilleures et en assurant les coûts les plus bas possibles. Après Bingéville, Anyama, Grand-Bassam, Boaké, Yamsoukro et San Pedro, Songon dispose désormais d'un panel ouvert et complet en termes de mobilité urbaine des populations. La Côte d'Ivoire assoit davantage sa souveraineté dans les eaux sous juridiction nationale. Je vous le disais en titre, pour mieux lutter contre la piraterie maritime, notre pays vient de se doter d'un patrouilleur, un 6e du genre. Il s'agit d'un OPV 45 d'une capacité opérationnelle allant jusqu'à 5000 nautiques des côtes et un équipage de 24 marins. Le patrouilleur baptisé Vaillance a pour marraine la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Niali Kaba. Le compte rendu de Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré.
Par ce geste, Niale Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement, sacrifie à la tradition qui veut qu'un nom et une marraine soient attribués à un bâtiment par une autorité féminine avant la mise en service actif. C'est le 6e patrouilleur hauturier de la Marine nationale. Il a été conçu en Israël. Ce bateau militaire dispose d'une capacité opérationnelle de 24 marins pour un séjour de 2 semaines en mer. Notre marine est aujourd'hui mieux équipée pour faire face aux défis contemporains et assurer la protection durable de nos intérêts. Il faut souligner que ce patrouilleur de haute mer fut appelé pendant son transit vers la Côte d'Ivoire à intervenir avec célérité au large des côtes du Royaume du Maroc pour porter assistance et secours à des migrants en détresse. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, ainsi que pour la marine, cette nouvelle acquisition est le symbole de la montée en puissance de l'armée ivoirienne. Le navire que nous baptisons ce jour représente bien plus qu'un simple outil de défense. Il incarne l'engagement du chef de l'État à protéger notre patrie, ses intérêts et ses valeurs. Il est aussi le symbole de notre capacité collective à surmonter les défis avec résilience. Je voudrais, au nom de l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire, exprimer notre sincère gratitude à son Excellence le Président de la République pour cette nouvelle acquisition. Patrouilleur Vaillance, symbole de fierté et d'assurance pour chaque Ivoirien, permettra à notre marine nationale d'accroître sa capacité, sa liberté d'action et sa projection dans les eaux afin de faire face aux défis sécuritaires nés des activités criminelles en mer et de la pollution de l'environnement marin. Avec ces moyens de défense permettant d'atteindre des cibles sur une distance de plus de 2 km, ce patrouilleur de haute mer de type OPV 45-2 est un atout dans la lutte contre la piraterie maritime et dans la sécurisation des eaux internationales. C'était également dans les titres. Ce vendredi 18 octobre 2024 marquait l'anniversaire de la naissance du premier président de la Côte d'Ivoire moderne. Félix Houphouët-Boigny aurait eu 119 ans aujourd'hui, 3 décennies après sa disparition. Ses actions de paix demeurent aujourd'hui encore une source d'inspiration pour les nouvelles générations. À la paroisse Saint-Jean de Cocody, une messe d'action de grâce a été organisée en sa mémoire. On en parle avec Souleymane Donisongo. 18 octobre 1905, 18 octobre 2024, il aurait eu 119 ans s'il était parmi nous. Les pères fondateurs de la Côte d'Ivoire moderne, l'ancien président de la République des Côtes d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a tiré sa révérence le 7 décembre 1993 à Yamoussoukro, sa ville natale. Aujourd'hui marque le 31e anniversaire de sa disparition. Une messe d'action de grâce est organisée à sa mémoire à la paroisse Saint-Jean de Cocody avec une homélie de Monseigneur Hervé Djezou. Le message du président Félix Houphouët-Boigny continue de résonner dans un monde marqué par de nombreuses divisions et par la violence. Son appel ainsi que ses actions en faveur de la paix, de la tolérance, de la compréhension mutuelle et de la solidarité constituent une boussole pour chacun de nous afin de naviguer dans les tempêtes de notre époque. À la tête du PDCI RDA depuis le 22 décembre dernier, Tidjane Thiam salue la mémoire d'un grand homme d'exception qui a marqué son pays, mais également l'Afrique. Je n'ai pas connu d'Africain plus fier de sa culture et de ses origines qu'Houphouët-Boigny. Ça n'a pas toujours été compris. Mais il s'est toujours battu pour la dignité de l'homme noir. Il s'agissait de lui rendre hommage et également de rappeler le message de paix et d'amour qu'il a toujours eu pour tous les Ivoiriens. Chef traditionnel, médecin, planteur et dirigeant syndical, Feu Félix Houphouët-Boigny a été député et membre du gouvernement français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, maire d'Abidjan, premier ministre ivoirien et premier président de la République des Côtes d'Ivoire, père de l'indépendance.
Et puis le lauréat 2024 du prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est connu. Il s'agit d'Antonio Luis Santos da Costa, ancien Premier ministre du Portugal et futur président du Conseil européen. Il a été primé pour la constance de son engagement en faveur de la paix et des pays en développement. La directrice générale de l'UNESCO désigne l'homme d'État portugais comme un grand défenseur du dialogue et du multilatéralisme. Le jury a également salué la fondation équatorienne Azucar pour son action en faveur des droits des afro-descendants. La cérémonie de remise de la distinction se tiendra en Côte d'Ivoire début 2025. Pour rappel, le président Alassane Ouattara a été récemment désigné protecteur du prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Les 10 et 11 octobre dernier, la Côte d'Ivoire a abrité le tout premier colloque des Sénats d'Afrique. À l'issue des travaux, la présidente du Sénat, Kandia Camara, a été désignée pour présider aux destinées de l'institution née du colloque. Une présidente qui est déjà au travail et qui tire le bilan de la rencontre internationale. Kandia Camara dévoile également ses priorités dans ce reportage de Kader Sogodogo. Le colloque des Sénats d'Afrique en Côte d'Ivoire, c'est fini. Ces chambres hautes de Parlement ont décidé de se mettre en association et de se donner un siège. Kandia Kamisoko Kamara a été désignée présidente. Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, abritera le siège. C'est un honneur fait à la Côte d'Ivoire, c'est un honneur fait aux Ivoiriens, mais tout cela, c'est grâce au leadership et à la gouvernance mise en place par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Quelles sont les priorités de la toute nouvelle présidente de l'Association des Sénats d'Afrique? D'abord, permettre au Sénat d'Afrique de partager les expériences, les bonnes pratiques et permettre au Sénat d'Afrique de jouer pleinement leur rôle dans le renforcement de la démocratie, dans le renforcement de la stabilité de nos États. Le bicaméralisme est un modèle pour le triomphe de la démocratie en Afrique. Ce colloque a permis de faire savoir aux Ivoiriens et par-delà aux Africains et au monde entier que le Sénat défend les intérêts des populations à travers les collectivités territoriales. Il faut savoir que le Sénat, c'est la chambre de la sagesse, c'est la chambre de la tempérance, c'est la chambre de la pondérance, c'est la chambre de la stabilité, parce que quand tout va mal, le Sénat reste debout pour faire en sorte que le pays reste debout. Le Sénat de Côte d'Ivoire prépare un autre événement, le Forum des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Parce que nous avons des compatriotes qui sont établis hors de Côte d'Ivoire, qui apportent et qui peuvent apporter davantage d'ailleurs au développement de notre pays. Nous voudrons nous asseoir avec eux, écouter leurs préoccupations, trouver des solutions à leurs préoccupations, mais surtout les encourager dans le cadre de l'attractivité vers la Côte d'Ivoire, la mobilisation des partenaires et des ressources pour le développement de notre pays. Depuis 2018, la Côte d'Ivoire est rentrée sous l'ère du bicaméralisme avec un Parlement à 2 chambres. Le Sénat, le dernier né, au fil des ans, a su prendre toute sa place dans le paysage institutionnel ivoirien. Aujourd'hui, il a pu conquérir l'Afrique avec la désignation de Kandia Kamisoko Kamara à la tête de l'Association des Sénats d'Afrique. La marche continue. Le comité consultatif de la fonction publique a été installé le 10 octobre dernier à la primature. Une semaine après sa mise en place, le comité présidé par la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désiré Ouloto, a tenu hier jeudi une réunion ordinaire, extraordinaire. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment la revendication relative aux primes et l'adoption d'un chronogramme de travail. On retrouve le compte-rendu de Grace Kando. Le gouvernement ivoirien maintient la logique du dialogue pour répondre aux préoccupations des fonctionnaires et agents de l'État. C'est à juste titre que ce jeudi a eu lieu la première réunion extraordinaire du comité consultatif de la fonction publique, présidée par la ministre d'État, ministre de la fonction publique. Au nombre des points abordés, les revendications relatives aux primes, l'adoption de la feuille de route et un chronogramme de travail.
Le comité a décidé de s'assurer de l'exhaustivité des demandes exprimées, d'en évaluer l'impact financier et de faire des propositions au ministre en charge de la fonction publique en vue de leur communication au gouvernement. Le comité a adopté une feuille de route assortie d'un chronogramme de travail pour la période 2024-2025 afin d'examiner les préoccupations majeures des fonctionnaires et agents de l'État. Au terme des travaux, la présidente a salué l'ambiance studieuse et l'esprit fraternel qui ont prévalu tout au long de cette session. Le comité consultatif de la fonction publique est composé de 16 membres, dont 8 représentants des syndicats signataires de la trêve sociale et 8 membres de l'administration. L'objectif, c'est de renforcer ce cadre de dialogue par la réflexion, par des avis, par la participation des centrales effectuelles syndicales, donc des syndicats, à la prise de décision. Nous voulons un nouveau paradigme dans la gouvernance des organisations syndicales, dans les relations que nous avons avec les organisations syndicales. Cela est extrêmement important. Nous avons commencé un processus. Nous sommes à la 2e trêve sociale. Ce qui compte, c'est notre capacité de résilience. Et je voudrais encore une fois remercier les organisations syndicales qui se sont engagées pour le dialogue social et pour la paix dans notre pays. La prochaine réunion ordinaire du comité consultatif aura lieu le 28 novembre prochain au ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Au moins 2 millions de personnes vivant sur le territoire ivoirien sont sans identité légale. Des chiffres dévoilés par l'ONESI lors de la journée de l'identité. L'initiative lancée en 2018 par l'organisation ID for Africa vient aider les nations africaines à renforcer leurs capacités stratégiques nécessaires à des écosystèmes identitaires robustes. À Abidjan, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a procédé hier jeudi à l'ouverture officielle de la cérémonie commémorative. On en parle avec Walter Amadou Ouattara. Faire en sorte que chaque citoyen dispose d'une identification officiellement reconnue est important pour la promotion d'un développement équitable et durable. C'est à juste titre que ID for Africa soutient les actions du gouvernement de Côte d'Ivoire afin de permettre aux populations non encore identifiées de jouir de leurs droits que leur confèrent l'existence légale. Posséder une preuve d'identité légale est non seulement un droit élémentaire, mais aussi le sésame pour accéder à toutes sortes de services et d'opportunités, qu'il s'agisse de trouver un emploi, d'ouvrir un compte bancaire, de bénéficier d'une aide sociale. Cette journée nationale se tient dans la continuité de l'édition 2024 de la Journée internationale de l'identité. À la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité encourage l'ensemble des acteurs à trouver des solutions communes. Aujourd'hui, l'Afrique a l'opportunité de s'appuyer sur les technologies numériques pour bâtir des systèmes d'identité solides, inclusifs et respectueux des droits fondamentaux. La Côte d'Ivoire, qui est consciente de ces enjeux, poursuit ses efforts pour perfectionner son système d'identité et faire de l'identité numérique un véritable moteur de développement et d'inclusion pour l'ensemble des citoyens. 850 millions, c'est le nombre de personnes en 2023 qui n'existent pas officiellement selon un rapport de la Banque mondiale. Et ces chiffres importants pour continuer de dérouler ce journal. 407 milliards de francs CFA, c'est le budget global investi dans plusieurs projets de développement dans la région du Haut-Sassandra. Des opérations de repeuplage des routes à la construction d'écoles et de centres de santé au bénéfice des populations. Des travaux de développement qui se déroulent sous le regard avisé du président du conseil régional, Mamadou Touré. Le compte rendu de Jean Toubé.
Plus de 100 millions de francs CFA ont été annoncés pour accélérer le développement de la sous-préfecture de Bogué. Cette nouvelle est comme une véritable bouffée d'oxygène pour les populations de la tribu Guédé-Gué, qui se sont mobilisées pour le lancement des travaux de mise à niveau du château d'eau pour le grand bonheur des habitants de la commune de Bogué. Digbé Germaine. Avant là, pour trouver l'eau même, c'est difficile. On s'en va à le sucre là-bas pour piser l'eau. Toujours il y a la maladie même qui vient, qui prennent nos enfants. Maintenant, on a vu ce château là. Ah, on remercie le gouvernement. C'est un projet à impact immédiat. Nous avons pendant longtemps eu des difficultés à sédentariser nos fonctionnaires. Quand ils arrivent en moins d'une année, ils cherchent à retourner parce qu'il n'y avait pas d'eau à Bogué. Ce problème est désormais derrière nous. Nous sommes heureux. Procédant au lancement des travaux et à la remise des infrastructures, le président de la région, Mamadou Touré, entend impulser une nouvelle dynamique dans la gestion des collectivités locales. À travers ces projets, il souhaite honorer ses engagements de campagne auprès des populations. Conformément à nos engagements de campagne, nous avons planifié l'achèvement de ce château qui va coûter au Conseil 175 millions de francs CFA. Dans 3 mois à peu près, les travaux seront achevés et nous pourrons donc livrer cette infrastructure aux populations. Dans la soirée, Touré Mamadou a également lancé les travaux de construction d'un château d'eau de 250 mètres cubes pour plus de 85 000 habitants des quartiers Orly 1 à 4, Soleil 2, Zakwa et Ubesson. Enfin, il a remis les clés de l'espace jeunesse du quartier abattoir dédié à la mémoire de feu Soro Mamadou pour un montant global de plus de 73 millions de francs CFA. Développement local toujours, mais cette fois-ci dans le Lodjibois. Dans le département de Divo, les villages de Madouville et de Mbazo ont été dotés d'infrastructures scolaires et une inauguration en présence du ministre-gouverneur Gaussou Touré qui appelle à améliorer le rendement des élèves dans la localité. Jean-Marc Djadji. Les villages de Madouville et de Mbazo dans le département de Divo ont désormais leurs écoles primaires. Ces nouvelles infrastructures comblent le manque d'établissements éducatifs dans la localité. Un ouf de soulagement pour la population locale, les élus locaux et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette ONG est venue dans ce village nous donner ce bâtiment à moi et les élèves. Vraiment, je suis très ravie. Je leur demande de faire plus que ça pour ceux qui n'en ont pas encore reçu. Ce projet matérialise la 3e école avec la fondation Tania Higgins et s'inscrit dans un protocole d'accord plus global pour construire au total 10 écoles en Côte d'Ivoire, suivi de la construction d'une université de formation professionnelle ici même dans la région de Divo. Le ministre-gouverneur Gaussou Touré a rendu un vibrant hommage à l'ONG Proside, initiatrice du projet, et a exhorté les fils de la région du Lodjibois à l'union pour le développement local. Il faut qu'il y ait des écoles et que le Lodjibois ne soit pas oublié. Aujourd'hui, le Lodjibois n'est pas oublié. L'inauguration de ces 2 écoles primaires à Madouville et à Mbazo marque le début d'un élan de progrès dans le département. La haute autorité pour la bonne gouvernance à la rencontre des Ivoiriens résidant en France. Son président Epiphane Zorobalo a présenté le rôle et les attributions de l'institution qu'il dirige. Il a aussi été question des progrès réalisés par l'institution dans la lutte contre la corruption en une décennie d'existence. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Paris, Michel Digré. Ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance est reçu par l'ambassadeur Maurice Bandaman avant le grand oral devant des membres de la communauté ivoirienne vivant en France. L'enjeu de l'exercice, lever un coin de voile sur les activités de la HABG, l'une des plus jeunes institutions de l'État de Côte d'Ivoire. Pour lutter contre la corruption, il faut une volonté politique. Les gens peuvent dire, mais pourquoi c'est maintenant qu'on entend parler de lutter contre la corruption? Est-ce qu'il y a plus de corruption maintenant qu'avant? On en entend parler maintenant parce qu'on a mis en place des organes, parce qu'il y a une réelle volonté politique pour dire la corruption ne doit pas être un sujet tabou. Après une dizaine d'années d'existence, le bilan est plus qu'encourageant.
notamment en ce qui concerne les déclarations de patrimoine des personnes assujetties. Nous sommes à 10 000, on est à près de 86%. Notre objectif d'ici la fin de l'année, c'est d'être à 90% au moins. Et nous pensons pouvoir y arriver. C'est parce qu'il y a l'engagement au plus haut sommet et nous avons carte blanche de la part du président de la République pour commencer à délivrer des exploits du ciel, des exploits, quelle que soit la qualité, quel que soit le grade. Autant d'engagements qui ont permis à la Côte d'Ivoire, au niveau de l'indice de perception de la corruption, de passer de la 130e place sur 180 pays en 2012 à la 87e place en 2023. Avant cette rencontre avec la diaspora, Epiphane Zoro-Balo a eu une séance de travail la veille à l'UNESCO avec Marcelin Dali, secrétaire exécutif de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. Les débats ont porté entre autres sur le déploiement des camps d'intégrité des jeunes en Côte d'Ivoire. Dernière étape de cette journée de travail, la Société nationale des chemins de fer français, où la délégation ivoirienne a échangé avec le directeur de l'éthique. Il a été question de la mise en place des programmes de conformité. Autre chose à présent, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a lancé officiellement la campagne de vulgarisation du nouveau code du secteur. La nouvelle législation adoptée en 2023 enregistre plusieurs innovations, dont la gestion améliorée des déchets et la création d'une police de l'environnement. Le détail avec Rascando. La pollution, la déforestation et les effets du changement climatique, des défis environnementaux auxquels la Côte d'Ivoire fait face. Dans cette dynamique, le pays se dote d'un nouveau code de l'environnement. Cette nouvelle législation enregistre plusieurs innovations majeures, dont la création d'une police de l'environnement, la promotion de l'économie verte, la gestion améliorée des déchets et la responsabilité sociétale. J'ai retenu particulièrement certains articles qui protègent et renforcent la protection de l'environnement par la mise en place obligatoirement d'évaluation environnementale avant de lancer un projet. Également des articles qui permettent aussi de punir certains actes malveillants, notamment lorsqu'il s'agit de déchets dangereux. Le changement climatique est en train de mettre en péril notre humanité. Et donc il est important de prendre des mesures au niveau de la loi pour organiser et protéger l'environnement. Ce nouveau code de l'environnement a été adopté en novembre 2023. Selon le ministre Jacques Assaoui-Konan, cette boussole reflète la politique générale du gouvernement en matière de protection de l'environnement. Notre pays a révisé ses CDN en 2022 en affichant clairement ses ambitions de réduire de 30,41% ses émissions de gaz à effet de serre. L'application de ce code devrait permettre de réguler notre relation avec l'environnement, de réguler notre relation avec la nature et de mieux protéger notre environnement. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique invite les populations à être des ambassadeurs de ce nouveau code de l'environnement dans leurs milieux respectifs. Une campagne d'information et de sensibilisation est prévue à cet effet. Un collège de proximité construit, un autre réhabilité et des logements pour instituteurs qui sortent de terre. Nous sommes dans la région du Sud Komoué qui renforce ses capacités éducatives. Des ouvrages inaugurés par le président du conseil régional, le docteur Eugène Akaawele de Grand Bassam à Aswandé. Le compte-rendu de Didier Nguessan. Le ruban coupé, la plaque découverte, Akaawele inaugure la rénovation du collège moderne de Grand Bassam, vieux de 66 ans. 4 bâtiments de plusieurs classes et bureaux et des sanitaires entièrement réhabilités pour un investissement de plus de 133 millions de francs CFA. L'établissement a fière allure, de quoi satisfaire le corps enseignant. Ces changements impactent positivement le climat scolaire et renforcent notre capacité à offrir une éducation de qualité.
Après Grand Bassam commune, le village de Yakassé 2 bénéficie d'un double logement pour enseignants. Il est inauguré par le président du conseil régional du Sud Comoé. Chaque fois on envoie les enseignants, ils vont plaider pour aller ailleurs. Le directeur même luttait pour sortir, pour aller à Grand Bassam. Et grâce à ces logements, il a décidé de renoncer. À quelques kilomètres de Yakassé, le village de Vitry 1 est également visité par le développement d'infrastructures éducatives avec son premier collège doté de 2 classes de 6e et d'une de 5e. Akaouélé annonce la poursuite de la construction du collège avec tous les niveaux de classe. Avec ces nouveaux établissements scolaires et ceux rénovés, le champion des collèges de proximité compte renforcer l'excellence scolaire dans le Sud Comoé. Il est constant pour nous que l'école soit la priorité dans l'accomplissement de notre mission. Le meilleur élève au bac en Côte d'Ivoire est sorti du lycée Alassane Ouattara de Grand Bassam, comme le meilleur élève également au BPC est sorti du lycée Akaoulé d'Abosso. Nous voudrions demeurer dans cette dynamique. Le périple des inaugurations a pris fin à Assouendé, dont le collège de proximité a bénéficié de travaux de réfection. Après 3 jours de grève dans les établissements secondaires de Korogo, le maire et le préfet de la ville ont parcouru les principaux lycées et collèges de la localité. Ces derniers tenaient à s'assurer de la reprise effective des cours. Une visite pour apaiser les tensions et encourager la poursuite des discussions entre les enseignants et leurs autorités de tutelle. On retrouve la correspondance d'Ami Sissoko. Korogo, ce vendredi matin, le préfet des régions de Poro, André Ekponou, et le député maire, Lassina Ouattara, se sont rendus dans les plus grands établissements de la ville pour vérifier la reprise des cours après 3 jours de grève des enseignants. Du collège moderne au lycée Dominique Ouattara, en passant par le lycée d'excellence Houphouët-Boigny, entre autres, ils ont pu constater de visu la reprise effective des cours et la présence des enseignants et élèves. Ils ont encouragé le dialogue entre les parties prenantes afin de prévenir de nouvelles perturbations. Quand il y a des problèmes comme ça, étant le premier magistrat de la ville de Korogo, je suis là. Le ministre, directeur cabinet président de la République est là. Vous pouvez nous venir voir et après un rendez-vous et parler pour voir comment on va trouver une solution. C'est avec beaucoup de joie, de bonheur que nous avons vu ce matin des visages joyeux. Les élèves étaient contents de venir en classe et nous avons vu des enseignants qui étaient déterminés à la tâche. Les enseignants ont exprimé une certaine satisfaction de voir les autorités locales s'intéresser à leurs conditions de travail. Toutefois, certains ont insisté sur le fait que des solutions durables doivent être trouvées pour répondre à leurs revendications. Le sacerdoce que nous avons adopté, qui est l'enseignement, nous exige beaucoup de contraintes. Et à certains moments, on s'assoit et on fait le point. Voilà, et c'est ce point-là que nous avons fait. Et nous avons estimé qu'il est l'heure de reprendre. Les élèves, eux, étaient visiblement heureux de reprendre le cours. À la fin de leur visite, le maire et le préfet ont réaffirmé leur engagement à travailler en étroite collaboration avec les enseignants du Poro et le ministère de l'Éducation nationale en vue de veiller à ce que de nouvelles grèves soient évitées. On parle maintenant de politique avec le porte-parole principal du RHDP qui était mercredi dernier devant la presse. Il s'est prononcé sur l'opération de révision de la liste électorale. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a aussi donné la vision de son parti sur cette opération qui va débuter le 19 octobre prochain. Il s'exprimait dans le cadre de sa tribune dénommée « Les rendez-vous du RHDP », une rencontre suivie par Sidonie Davila. La révision de la liste électorale débute ce 19 octobre. À la veille de cette opération, Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole principal du RHDP, a exprimé la détermination des oufouettistes à renforcer leur base électorale. Je voudrais lancer cet important appel à l'endroit de tous nos coordonnateurs principaux, tous les coordonnateurs associés et adjoints, ainsi qu'à tous nos militants et sympathisants, pour les inviter à se mobiliser très massivement sur toute l'étendue du territoire national, dans tous les bureaux d'enrôlement, à l'effet de s'inscrire sur la liste électorale. En réponse aux préoccupations soulevées par l'opposition au sujet de cette révision, Kobena Kwasi Adjoumani exhorte la classe politique
à s'engager dans un esprit de dialogue et de respect des institutions. À toute la classe politique ivoirienne, reprenons notre calme et allons sereinement, comme le RHDP le fait déjà, sur le terrain pour sensibiliser, mobiliser nos concitoyens à s'inscrire sur la liste électorale. Par ailleurs, le RHDP salue les efforts du président de la République pour les dispositions prises pour la réussite de cette opération qui s'étendra sur 3 semaines. Le RHDP voudrait ici, de façon solennelle, exprimer son infinie gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, toujours à l'écoute de son peuple, a pris des mesures exceptionnelles pour permettre au plus grand nombre de nos compatriotes de figurer sur la liste électorale. Les jours qui s'annoncent seront très déterminants pour les partis politiques. Le RHDP, lui, prévoit parcourir le pays à la conquête de nouveaux électeurs. Dans l'actualité hors de nos frontières, les forces armées sénégalaises sont mobilisées pour venir en aide aux populations touchées par les crues du fleuve Sénégal, rapportent des médias locaux. Plusieurs villages du département de Podor, dans le nord du pays, se trouvent en situation d'urgence. Face à la gravité de la situation, le président Bassirou Diomaye Faye a demandé une intensification immédiate de la mise en œuvre du plan d'urgence, de riposte et de secours. Une enveloppe de 8 milliards de francs CFA sera dégagée pour venir en aide aux populations touchées par le cru du fleuve Sénégal. Et puis le Hamas a officialisé la mort de 6 Noirs et assure que les otages ne seront libérés qu'à la fin de la guerre. Le même communiqué salue la mémoire du martyr Yahya, un homme qui a consacré sa vie à la Palestine et a donné sa vie pour Dieu sur le chemin de la libération du peuple. Le grand leader national, le frère, le martyr, le chef du mouvement Hamas et commandant de la bataille du déluge d'Al-Aqsa. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.